Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous pour une 5e année consécutive. Aujourd'hui était jour de dépôt du budget provincial. Mon nom est Émilie Charbonneau, vice-présidente à la PTS. Je suis accompagnée de Philippe Hurtaud, recherchiste également à la PTS. Comme je l'ai mentionné, pour une 5e année consécutive, on vient vous donner nos réactions à chaud concernant le budget qui a été déposé aujourd'hui à Québec. Donc, aujourd'hui, c'était le dépôt du budget. On était en mesure de réagir avec vous ce soir pour vous donner notre analyse, mais également dans les médias. Donc, notre président, Robert Comeau, a donné des entrevues à LCN, TVA, Journal de Montréal, puis également eu des militantes, des militants qui ont été dans la rue avec la coalition Main Rouge pour manifester en lien avec les appréhensions qu'on avait en lien avec le budget qui allait être déposé aujourd'hui. Donc, qu'en est-il de ce budget-là? On vient vous présenter les faits saillants, notre analyse. Puis, première affaire, on avait anticipé un retour à l'austérité. Puis, la grande question, c'est finalement, est-ce qu'il y a une austérité? Oui, c'est ça. Hein. L'année passée, à pareille date, à peu près au mois de mars, le gouvernement avait déposé un budget fortement déficitaire. Donc, la question se posait, est-ce qu'il y aura un retour de l'austérité? Là, on a le plan de retour à l'équilibre budgétaire qui vient d'être dévoilé et ça vient confirmer ce qu'on pensait. Regardez, juste pour l'ensemble des dépenses des différents ministères, des missions sociales de l'État, on parle pour cette année. Hein, c'est toujours un peu compliqué parce que le gouvernement m'a dit, cette année, c'est pas vraiment d'austérité parce qu'on augmente de 1,8% les budgets, l'année prochaine, 2,4% des budgets. Mais c'est la même chose qu'on a connu sous les libéraux avant. Ça tient pas compte de l'inflation, ça tient pas compte de la croissance démographique. Pour tenir compte de ces facteurs-là, il faudrait des évolutions de budget plutôt autour du 3 ou du 4% généraux pour justement qu'on n'ait pas besoin d'avoir recours à des coupures. Ce qui a été présenté là, c'est vraiment pour les 5 prochaines années, un recours systématique à des mécanismes de compression. Et en plus, dans le plan budgétaire, il y a encore pour environ 2,5 milliards de dépenses à comprimer qui n'ont pas encore été identifiées comment le faire. Donc, non seulement il y a de l'austérité maintenant, mais il risque d'en avoir un peu plus dans les prochains budgets. Puis là, j'imagine, comme nous, vous avez écouté les médias, que vous avez regardé la presse plus. Donc, le gouvernement nous dit que ça va être nécessaire, tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment le cas, en fait? Est-ce que c'est vraiment le cas? Évidemment, il y a un déficit, il faut en prendre acte, il faut agir en conséquence, mais c'est sûr que quand on le relativise un peu, on se rend compte que le niveau de déficit actuellement au Québec est pas du tout un déficit record. Ça, il y a vraiment là un spin plus qu'une réalité. Quand on le met en relation avec l'économie québécoise, le PIB du Québec, on a un niveau de déficit plus bas que ce qu'on a connu des années 70, des années 80. On a un niveau de déficit similaire aux autres provinces canadiennes. On a un niveau de déficit beaucoup plus bas que l'État fédéral. Donc, oui, il y a un déficit, mais on n'est pas du tout dans une situation où la maison est en feu, comme certaines personnes essaient de le dire. Puis, à part jouer dans les dépenses, là, y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire? Oui, c'est ça. La maison, normalement, est pas en feu. Il y a un déficit, mais la maison n'est pas en feu, mais on est, pour équilibrer un budget, il n'y a pas juste les dépenses qui existent. On pourrait aussi jouer du côté des revenus. Ça, évidemment, c'est le bout qui est absolument absent du présent budget. Regardez, nous, depuis quelque temps, avec notre campagne politique, on dit, si on imposait une taxe sur le patrimoine du 1% des plus riches, on pourrait aller chercher plus de 4 milliards de dollars. Si on révisait la rémunération des médecins, qui font toute partie du 1% des plus riches, petit en passant, on pourrait aller chercher jusqu'à 1 milliard de dollars de plus. Il y a des façons de faire qui pourrait faire en sorte que oui, il y a un déficit, oui, il faut en prendre acte, mais on n'est pas obligé d'attaquer les services à la population. On pourrait augmenter les revenus du gouvernement, mieux distribuer la richesse, puis garder des services de qualité pour tout le monde. Puis on parle aussi de choix politiques. Là, la campagne aussi, on mettait de l'avant toute la question de la déprivatisation, là, où quand on va dans le privé, en fait, ça coûte environ 2 à 3 fois plus cher, je crois. Donc, il y a des solutions qui existent. Donc, c'est une question aussi de choix politique qui est mis de l'avant là par le gouvernement à travers son budget. Parlons un peu de la santé puis des services sociaux. Là. Est-ce que, dans le fond, comme on anticipait, il y a des coupures? Est-ce qu'il y a un investissement? Ça ressemble à quoi? C'est exactement ce que j'ai dit pour le budget général. C'est la même dynamique pour la santé. On nous annonce une augmentation de 3% cette année des budgets de la santé, 2% l'année prochaine. Donc, encore là, ça paraît OK, c'est pas des coupures. Encore là, quand on tient compte de l'inflation, du vieillissement de la population, de l'évolution des coûts des médicaments, juste pour maintenir le panier de services en état pour la population, cette année, il aurait fallu 5% d'augmentation des budgets. L'année prochaine, 4,7%
d'augmentation des budgets. Fait que ça fait que malgré l'argent qui est mis, on va être encore obligé d'aller faire des compressions dans différents domaines pour atteindre les objectifs du ministère des Finances. Vous donner un exemple, pour cette année, c'est un trou d'environ 1,2 milliard de dollars qui se creuse à cause de l'écart entre les sommes consenties et l'évolution des besoins de la population. L'année prochaine, si la tendance se maintient, on serait autour de 3,1 milliards de dollars. OK, donc quand même assez colossal. On creuse encore l'écart, en fait, en ce qui concerne un réinvestissement pour avoir une assurabilité, en fait, que notre réseau soit accessible. Le gouvernement nous a habitués, pour faire passer tout ça, comme pour faire passer la pilule, là, sans mauvais jeu de mots, de saupoudrer là, certains programmes. Est-ce que c'est encore le cas dans le budget? Oui, c'est encore le cas dans le budget. Si on s'intéresse évidemment à santé et services sociaux, on a pour 770 millions là, de nouvelles annonces. Donc, il y a pas rien, mais c'est évidemment pas à la hauteur là, des attentes ou des besoins. Puis quand on gratte un peu, évidemment, on peut relativiser certaines choses. Par exemple, 417 millions d'annonces, on nous dit pour améliorer l'accès aux soins. Bon, OK, félicitations, c'est bien. Mais quand on va voir un peu dans le détail, on se rend compte que la majorité de cet argent-là sert à couvrir l'augmentation des coûts des médicaments. Donc, il n'est pas vraiment question d'améliorer l'accès aux soins, c'est juste question de donner encore un peu plus d'argent aux pharmaceutiques. 206 millions par année pour venir en aide aux personnes vulnérables. Encore là, c'est très bien. Puis ça, il y a peut-être quelque chose de vraiment, tu sais, le budget est avare de détails, c'est dans les mois à venir qu'on sera voir. Il y a des sommes importantes pour les jeunes en difficulté et les enjeux d'hébergement pour les jeunes en difficulté. Donc, reste à voir qu'est-ce que ça soit. Mais ça, il y a peut-être un élément intéressant ici quand même dans le budget. 61 millions pour les milieux de vie des personnes aînées. Essentiellement, c'est continuer l'harmonisation des CHSLD privés avec les CHSLD publics. Et finalement, quelque chose qui aurait pu être vraiment intéressant, 88 millions pour une politique de prévention. C'est cool parce que ça aussi, quand on dit comment mieux contrôler les coûts en santé et services sociaux, s'assurer que les gens ne soient pas malades au départ, ce serait pas une folle idée. Donc, quelque chose d'intéressant. Mais évidemment, le gouvernement a une vision un peu restrictive de ce qu'est la prévention. Il est essentiellement question de vaccins contre la grippe. Donc, on tente de maintenir les acquis, tente de nous faire l'illusion que les choses ne sont pas encore en train de tomber en ruine. Malheureusement, on nous confirme aujourd'hui qu'on est un retour vers l'austérité, possiblement pour les 5 prochaines années. Donc, l'important, c'est de continuer à s'organiser pour lutter. Puis pour ça, on a mis en place une campagne politique qui tente de mettre de l'avant, en fait, des solutions novatrices. Notre campagne politique a envie d'oser. Et si on osait pour vrai, on vous invite à suivre la campagne politique. Si vous avez envie de vous impliquer, vous avez envie de vous mobiliser, si tout ça vous indigne puis vous avez envie de faire quelque chose, n'hésitez pas à contacter, en fait, là, vos équipes dans vos régions. Il y aura toujours une place pour se mobiliser puis lutter, en fait, contre l'austérité qui attaque, en fait, une couverture là, de nos services en santé et services sociaux, mais aussi tous les services publics dans sa globalité. Il est à noter, suivez ça ou investissez-vous. On vous attend. Coalition Main Rouge, pas Coalition Main Rouge, petit lapsus avec notre manifestation de ce matin. Coalition Solidarité Santé. Donc, des actions la semaine prochaine, toute la semaine à travers le Québec. Donc, n'hésitez pas à nous suivre